le jardin. Donc Tout à fait. vous confirmez donc qu'il ne sera plus à disposition Non, des habitants de la ville. non, non, tout à fait. En tout cas, pas tout le temps, puisque ce sera une terrasse de restaurant. Je vous précise d'ailleurs que j'ai demandé à ce que, d'une part, la terrasse soit aménagée dans l'état d'esprit du site actuel, et qu'en plus de ça, j'ai demandé à la conservation de l'ensemble des grilles en fer forgé qui sont magnifiques pour que l'état actuel, puisque je trouve que ça a beaucoup de charme et beaucoup d'élégance. Voilà. Donc, les habitants, je reformule ma question peut-être autrement, donc les habitants de la vieille ville ou les Briançonnais et les touristes pourront continuer à utiliser ce petit lieu de vie Ben, pour ils pourront lire aller le s'asseoir, journal. prendre un café à la terrasse du restaurant et boire un café s'ils le souhaitent. Voilà. Ce ne sera donc plus public. Ben, Enfin, public au sens... ce sera public au sens où c'est un bail emphytéotique, c'est-à-dire qu'on n'en vend pas la propriété, ce qui me semble être très important pour protéger notre patrimoine. Cela étant dit, vous le savez, nous avons fait un choix. Avant, c'était un équipement public avec un jardin, parce que c'était une bibliothèque avec un jardin. Ça devient désormais un hôtel 4 étoiles avec une terrasse. Voilà, ni plus ni moins. Je pense que ça n'enlèvera pas de charme euh, à l'endroit. Je rappelle que l'usage public actuel est toutefois limité. Hein. C'est pas comme si on voyait 50 personnes dans le parc à peu près à toutes les heures. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer là-dessus. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits dans la vieille ville aussi qui sont agréables, qui mériteraient d'ailleurs pour certains d'être largement réhabilités. Moi, je suis tout à fait ouvert à avoir une discussion sur la restauration de tel ou tel espace public qui peut amener un peu de verdure et un peu de distraction dans la cité Vauban. Mais comme vous le savez, je suis très attaché à l'idée qu'on ramène des lits chauds dans la vieille ville, des emplois, des lits chauds. Et je crois que ce sera bien pour nos commerçants. Donc voilà. Bon, on prend note. Effectivement, je pense que ça pourrait Peut-être être intéressant peut de... juste vous préciser qu'en plus de ça, nous allons dans les prochaines semaines, prochains mois, mettre un petit plan d'embellissement sur le square Termier, vous le savez. Oui, Ça fait un an qu'on voulait le faire, nous allons le réaliser. C'est aussi un endroit à proximité. mais je pense que ça pourrait être intéressant de recevoir cette association parce qu'ils ont aussi réfléchi à, comme vous avez dit, quel autre lieu pourrait éventuellement être réaménagé avec des tables, des chaises, enfin des tables, des bancs, pour voir si éventuellement il n'y a pas un autre endroit dans les remparts voilà, qui pourrait... Les portes de la mairie, celles de mes adjoints, de mes conseillers, très leur bien. sont ouvertes comme à tous les Briançonnais naturellement. Et autre question, mais qui est plutôt voilà, une remarque par rapport un peu à, à l'assentiment que peuvent avoir les populations aujourd'hui par rapport aux Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le Figaro a publié il y a 3 4 jours un sondage et le sondage portait à hauteur de 60% un avis défavorable quant à Alors, l'organisation des Jeux Olympiques déjà, dans je la suis région PACA. très Et agréablement donc, surpris que vous lisiez le Figaro, Madame Poyot, naturellement, parce que je le lis bah, tous très les bien. matins. La Et pluralité, c'est je me important et permets de la vous rappeler liberté. que Mais juste, je finis juste pour que vous non mais puissiez nous dire, alors voilà, allez-y. comment par rapport à des sondages, voilà, qui reflètent quand même, et bon, là, on est sur un- une liberté d'expression d'un journal qui est plutôt un journal qu'on pourrait, voilà, oui, conservateur. Enfin, bon, en tout cas, voilà, cette enquête, elle a été faite, 60% un avis défavorable. Donc, comment aujourd'hui, puisque vous nous avez dit que vous rencontriez le CIO, que vous étiez en lien avec les différents présidents des 2 régions, euh, comment cette question-là elle est abordée? Comment est-ce que vous avez déjà un peu imaginé quelles allait être la communication pour pouvoir retourner un petit peu bah, ce sondage qui n'est pas pour le moment forcément favorable à la mise en œuvre de ces Jeux Olympiques. Voilà. Alors Merci. déjà, J'ai merci terminé. à vous de lire le Figaro, qui est un journal que je lis quotidiennement et que j'apprécie beaucoup. Je me permets juste de vous rappeler que un sondage réalisé sur un site internet dans lequel les gens sont amenés à cliquer n'est pas un sondage et ne peut pas être qualifié de sondage. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est un site internet sur lequel n'importe qui peut cliquer, ça n'a pas qualification de sondage. C'est normal d'ailleurs. D'ailleurs, je regrette que parfois puisse être repris ce genre de qualificatif. C'était le cas sur un site comme Alpe 1. Bon, enfin, c'est pas très sérieux. Le seul sondage, en l'occurrence sur les Jeux Olympiques qui a eu lieu, qui a été réalisé par un institut de sondage agréé, et je crois que ça doit être par l'IFOP, c'est un sondage à l'échelle des Alpes
qui date de novembre 2023, c'est-à-dire du mois dernier, et dont le pourcentage de personnes favorables à l'organisation des Jeux Olympiques dans les Alpes est à hauteur de 72% d'accueil favorable. Donc, si, c'est le sondage, mais je il vous n'a pas donnerai... été fait au niveau des Alpes, il a été fait au niveau de 2 départements, Alors, le 06 et le 05. c'est un sondage dont le Ou, à résultat moi, a été ou alors, communiqué au lequel? CIO, Non, qui a oui, été oui, réalisé oui, par les je deux l'ai pas. régions. On vous en donnera le détail précis. Il a Ouais, été fait bien. à l'échelle du pays en Je peux entier avoir confiance et en il a été Figaro. fait sur les Hautes-Alpes. Mais on peut avoir confiance dans les sondages puisqu'il y a un truc extraordinaire qui s'appelle la commission des sondages. Et vous savez qu'un média, et je crois que les médias qui sont dans la salle peuvent le confirmer, n'a pas le droit de publier un sondage qui n'aurait pas été fait par un institut. Sinon, n'importe qui pourrait saisir la commission des sondages et voir l'interdiction de la publication. Donc les sondages en France sont extrêmement contrôlés. Donc moi, ce que je crois, c'est que l'ensemble des Français, d'une part, sont très favorables aux Jeux Olympiques et que je crois que dans nos Alpes, il y a de manière générale un accueil extrêmement favorable aux Jeux Olympiques et que c'est pas parce que, en l'occurrence, quelques personnes qui, dans mon esprit, sont des militants, puisque je pense que quand on est adhérent au Soulèvement de la Terre, association qui a tenté d'être dissoute par le ministère de l'Intérieur pour des actions violentes et vindicatives, on ne peut pas vraiment être qualifié de citoyen lambda et neutre. Eh bien, je crois que, à part ces quelques personnes qui, pour la plupart, sont soit membres des Soulèvements de la Terre, soit adhérents de partis politiques d'extrême gauche, il y a un accueil extrêmement favorable aux Jeux Olympiques. C'est un élan qui est porté par beaucoup de sportifs, à commencer par Arthur Bauchet, à commencer par Pierre Boltier. Et moi, je suis en tout cas très favorable. Et en tout cas, ce que je crois à titre personnel pour répondre à votre question, c'est que c'est bien entendu en mettant en avant à la fois la jeunesse, l'élan qu'on peut donner à la formation, la manière dont on peut encourager l'accès au sport de haut niveau, qu'on va bien entendu favoriser l'enthousiasme autour des Jeux. Je rappelle surtout que j'ai une conviction personnelle assez claire là-dessus, c'est que dans le moment où notre pays traverse un moment de tension important, il me semble que se rassembler autour des valeurs de l'olympisme et autour d'un des plus grands et plus beaux événements sportifs au monde me semble être une bonne chose. Ça sera bien plus agréable que parfois de lire le journal pour lire les événements tragiques que traverse parfois notre pays ou le monde. J'en termine là parce que nous avons tout de même un ordre du jour dense, mesdames et messieurs. Je vais ouvrir l'ordre du jour. Je vais vous demander si vous avez des questions sur le compte-rendu du dernier conseil ou sur le compte-rendu des décisions. Je vais donc mettre aux voix le compte-rendu du dernier conseil. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Et mettre aux voix le compte-rendu des décisions du maire. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. L'ordre du jour appelle aux orientations budgétaires pour 2024. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible puisqu'on a échangé de manière chiffrée en commission et j'en ai parlé dans les propos liminaires du Conseil. Mais vous l'avez vu, c'est un budget qui porte à un niveau historique le niveau d'investissement, 10,5 millions d'euros, qui nous permet d'engager des opérations auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Je pense au développement numérique, puisque nous allons, sous ton autorité, Michel, remplacer la totalité du matériel informatique des 44 classes de toutes nos écoles, c'est-à-dire tous les ordinateurs, les écrans, etc., etc. Nous allons finir l'extension des cantines à Pont-de-Servières et à Fortville. On va engager quasiment 6 millions d'euros rien que sur l'année prochaine sur l'extension et la modernisation du parc des sports avec la construction, mon cher Richard, de la halle des sports et le démarrage des équipements connexes, c'est-à-dire le terrain synthétique, la piste d'athlétisme, qui seront finis pour 2025. La fin, bien entendu, de la cité administrative, elle sera quasiment finie, je l'espère, à la fin de l'année prochaine. Le démarrage de nombreux espaces publics de la ZAC. La liaison pétonne avec l'avenue du Lautaret, vous l'avez vu, elle est déjà bien avancée en ce début d'hiver. Les aménagements des espaces publics, la place Colo d'un côté, la place Alain Bérou de l'autre. Nous serons en mesure, je pense, dans les semaines qui viennent, en début d'année, de vous présenter le projet d'aménagement. Nous sommes en train de finir de travailler avec les architectes sur un projet qui fait la part belle aux mobilités douces, aux piétons et au verdissement. Et j'espère que nous aurons en janvier un moment de travail tous ensemble sur ce sujet. Ce sera la tranche 2 du parc aussi qui avancera avec l'aménagement du parc devant
le marché couvert et la salle de bloc qui ouvrira bientôt. La modernisation de l'éclairage public avec des travaux que nous avons voulu centrer sur les quartiers cette année, puisque nous renouvelons, Jean-Marc, la totalité de l'éclairage public, Émilie, dans tout le Fontenil et dans tout Saint-Blaise. Ça, c'est une bonne nouvelle, je crois, pour les habitants. La finalisation de la Via Glisane. J'ai parlé de la cité administrative. La rue Pasteur, c'est une opération à quasiment 1 million d'euros. On fait la moitié de la rue Pasteur avec une piste cyclable, avec des beaux trottoirs, et je crois que c'était très attendu. L'équipement de toute la ville en vidéoprotection, René, c'est un dossier que tu portes avec brio et je t'en félicite pour 225 000 euros. La réfection de l'orgue de la collégiale, bien entendu. Et je termine avec les travaux que nous allons pouvoir reprendre au SIAP avec l'idée de pouvoir l'ouvrir au moins de manière non pas temporaire, mais dans un premier stade avec l'idée de faire tout le sol, de la mettre en conformité et de pouvoir d'ores et déjà y faire des visites, pourquoi pas des concerts, enfin bref, je veux qu'on ouvre ce SIAP, ça fait 10 ans que ça attend. Donc voilà, donc beaucoup d'investissements qui étaient attendus, je crois que c'est un niveau d'investissement qu'on n'a jamais connu, moi je voudrais vous dire ma fierté, parce qu'on fait avancer des opérations qui vont changer radicalement la ville, il reste tant à faire, mais on fait beaucoup de choses. Les grands équilibres ils sont tenus, vous avez vu qu'on a un taux d'épargne qui baisse en 2023, c'est normal, hein, on prend l'inflation, les charges de personnel, c'est un contexte extrêmement difficile en 2023, mais on tient. Je remercie tout particulièrement les adjointes et les adjoints parce que je leur ai demandé il y a 3 mois de serrer la vis de manière extrêmement sérieuse sur les dépenses. C'était pas très agréable, c'est jamais ce qu'on aime faire, mais vous avez, mesdames et messieurs les adjointes et les adjoints, les conseillers sous votre autorité, réussi le pari de tenir les comptes avec moi. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que si on avait dégradé l'épargne, on n'aurait pas pu avoir ce budget d'investissement, parce qu'on oublie facilement qu'il n'y a pas d'argent magique, l'argent c'est l'argent des gens qui travaillent, et donc il faut faire des économies pour pouvoir investir. Je termine en vous disant qu'on désendette, il y a un beau graphique qui va s'afficher à l'écran et qui vous montre les choses, et à nouveau, je le dis sans vanité aucune ou quoi que ce soit, mais tout le monde avait dit que c'était totalement impossible de réaménager la dette, d'investir, de rembourser plus de dettes que ce qu'on empruntait. Bon, ben, c'est fait, ça marche très bien, c'est pas handicapant, on va arriver à moins de 40 millions d'euros de dettes, c'est pas arrivé depuis les années 70. La ville, elle retrouve une santé financière à peu près normale, toujours très difficile, hein, parce qu'on rembourse 5 millions d'euros par an, hein, donc même un peu plus, hein, c'est pendant les 2 exercices. Donc on paye toujours les emprunts de 92 pendant encore un peu moins de 10 ans, donc c'est toujours difficile. Mais on a réussi à aménager tout cela, ça nous permet de retrouver un peu des marges de manœuvre. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2023, elle a été très dure, qu'on est touché comme tous les ménages, comme tout le monde par l'inflation, que je crois qu'on a pris les bonnes décisions pour s'en prémunir, qu'on peut présenter un budget d'investissement, que le travail, mesdames et messieurs, vous pouvez en être fiers, que vous avez fait depuis 3 ans, il nous a permis d'aller vite et d'aller bien, parce que c'était pas gagné de mener les procédures administratives, les concours d'architectes, de convaincre les architectes des bâtiments de France, les services de l'environnement, mais tout est lancé en 3 ans. Voilà, à mi-mandat, tout est en travaux. Il n'y a pas un dossier qu'on n'a pas lancé. Tout ce qu'on s'est engagé devant les Briançonnais, on l'a fait. Vous pouvez en être fiers. Je vous demande d'en être fiers. Je vous demande d'en être fiers. Parce que la parole publique, elle est très contestée dans notre pays et vous avez su la tenir et la rendre réelle. Voilà, ça ne veut pas dire que tout marchera. Les travaux, c'est très difficile. La politique, c'est très difficile. L'action publique, c'est très difficile. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire aux Briançonnais qu'avant la fin du mandat, la ZAC, elle sera terminée. Elle sera magnifique ou pas. Chacun jugera. Mais moi, je crois qu'elle sera magnifique. Elle créera de l'emploi. Il n'y avait pas d'hôtel 4 étoiles à Briançon. Ben, il y en aura 2. Il n'y avait pas d'auberge de jeunesse de ce niveau-là qui sera menée par MMV, la Compagnie des Alpes. Ça va nous permettre de ramener un nombre de clients important pour tous les commerçants du centre-ville. On en avait besoin. Et puis on a les Jeux Olympiques. Voilà. On peut se le dire, non? C'est pas mal quand même. Bon. Voilà pour les orientations budgétaires. Donc, je réponds à toutes vos questions. Et puis, le principe d'un débat, c'est que c'est un débat. Et il n'y a même pas de vote. Donc, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à prendre votre micro et à dire « je ne suis pas content », mais vous ne pouvez pas voter contre. La parole est à monsieur le premier adjoint. C'est bon? Après ce petit monologue sympathique, moi, je voudrais juste intervenir pour dire ma joie qui est celle de voir le parc des sports entre guillemets, naître petit à petit après le mur d'escalade et le terrain de rugby dont on a quand même pu voir pour l'instant qu'il commençait à verdir malgré la neige de ces jours-ci. C'est un projet structurant qui
qui avait été, entre guillemets, un projet sous l'égide de Robert de Caumont il y a 35 ans. C'était déjà un projet à l'époque qui était un projet de nécessité parce que nos structures sportives étaient dans un état déjà absolument lamentable il y a 35 ans. On avait un centre d'oxygénation qui est à l'heure actuelle euh, une petite coquille vide par rapport aux installations sportives. Donc sur ce phasage de 2024 et de 2025, nous allons avoir la possibilité de proposer quelque chose sur le territoire qui va être structurant pour l'offre touristique, qui va être structurant pour les populations locales. Euh, un terrain de rugby en herbe, un mur d'escalade, un gymnase, des vestiaires, des locaux techniques, une piste d'athlétisme, 4 couloirs et un terrain synthétique. Je pense franchement qu'on va pouvoir être fiers de notre offre sportive et touristique sur Briançon. Voilà. Je précise pour Madame Dardenne que le terrain synthétique sera bien sûr rempli de boules de liège et non pas de boules de pneus, ce qui pourra quelque part la contenter d'un point de vue écologique. Ce qui nous permettra aussi d'économiser pour le terrain synthétique une certaine quantité d'eau qui est quand même quelque chose que nous devons actuellement préserver. Et j'en profite, puisque j'ai récupéré le détail, pour répondre très précisément à Aurélie Poyot, en lui disant que le seul sondage officiel qui a été réalisé sur les Jeux Olympiques a été fait par Publicis, qu'en l'occurrence, sur l'ensemble de la France, il y a 68% des gens qui sont favorables à l'accueil des Jeux d'hiver, 20% qui ne savent pas et 8% qui sont contre, que sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 68% qui sont pour, 20% qui ne savent pas, 9% qui sont contre. Sur la région PACA, il y en a aussi 9% qui sont contre, 15% qui ne savent pas et 72% qui sont pour. Et sur ailleurs en France, il y en a 64 qui sont pour, 26% qui ne savent pas et 5% qui sont contre. Donc, je rappelle à tout un chacun que quand on a 68% des gens qui sont pour, 20% qui ne sont pas sûrs et seulement 9% qui ne savent pas, on peut dire que l'opinion publique est très, 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 très majoritairement favorable au jeu. Et message passé à tout un chacun. Parlons de celles et ceux qui aiment les jeux et qui veulent les jeux, ça nous fera un peu de joie dans nos cœurs. Voilà. C'est Publicis. Voilà. Ça ne va pas engager Madame Poyot à lire le Figaro. Vous ne lisiez pas le Figaro, Madame Dardenne, sinon vous l'auriez vu. C'est un sondage qui a été fait par le Comité international olympique. Je pense qu'on ne peut pas douter de leur légitimité. Bon, cela dit, merci Monsieur le Premier adjoint pour vos propos. Il va de soi que je suis plus que d'accord et plus qu'heureux. Parce qu'entre la halle des sports, qui sera un vrai avantage pour nos jeunes, pour les collèges, les lycées, pour tout le parc des sports et la qualité de ce parc des sports, c'est l'ambition qu'on voulait fixer pour la ville à l'international, pour avoir à 1300 mètres d'altitude un lieu où dans toute activité, on peut avoir des gens qui viennent ici en se disant qu'en plus d'être le plus bel endroit du monde, c'est l'endroit où on peut s'entraîner avec les meilleures infrastructures. Et je rappelle que si on peut faire ça, c'est parce que c'est au contrat de plan État-région, et que ce contrat de plan État-région, si on y est, c'est parce que le président de la région et à l'époque le Premier ministre Jean Castex ont fait confiance dans notre projet. C'est pas rien quand même, hein? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le DOB? Madame Dardenne. Ça marche. Ça marche. Oui, merci. Alors, après lecture attentive du DOB, bon, grosso modo, les 20 premières pages sont des notes sur la situation nationale, voire internationale. Donc, il y a des choses très intéressantes dans ces 20 premières pages, et puis un certain nombre d'éléments dans l'entièreté de ce dossier. On prend note donc de votre optimisme par rapport à toutes ces études depuis 3 ans lancées et des travaux qui vont enfin commencer, qui ont déjà commencé. Un certain nombre d'éléments, oui, donc effectivement la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui a été votée donc par délibération du 13 septembre, donc ça c'est une bonne chose. On note aussi par exemple quelque chose qu'on a trouvé aussi très positif, c'est la prise en charge des abonnements transport collectif pour les salariés de la commune qui passent maintenant à 75% à compter du 1er septembre 2023. Donc ça aussi c'est une chose intéressante. Ensuite, dans les premières pages, oui, la page 19,
il est question de la pérennisation du fonds vert, donc, qui est un fonds qui est débloqué par l'État, dont la priorité nationale, c'est la rénovation des écoles. Et c'est assez bien expliqué dans ce document, même si c'est très bien expliqué. Et malheureusement, au niveau des décisions prises par votre municipalité aujourd'hui, la rénovation des écoles, on ne la voit pas. On ne les voit pas, alors que les écoles ont vraiment besoin, toutes, d'être nettement rénovées, notamment par rapport au renforcement des performances énergétiques. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et pour l'instant, en tout cas pour 2024, on voit pour les écoles, page 39 dans le PPI, on voit 60 000 euros. On ne voit rien, par exemple, 0 pour les huisseries, alors que, effectivement, on voit presque 500 000 euros, en tout cas 225 000 euros pour la vidéoprotection en 2024. Donc, on peut s'interroger sur ces choix. Un exemple, par exemple, pour l'école de Michaussée, où il semblerait quand même que tout le réseau d'eau potable doit être refait. Et on aimerait puisqu'on parlait d'études tout à l'heure, on aimerait peut-être avoir une étude précise sur l'état des écoles aujourd'hui, parce que c'est un élément. Je me souviens qu'avec l'AREA-PACA, à l'époque, il y avait eu une étude qui avait été réalisée justement sur l'ensemble des bâtiments de la commune, et ils avaient déjà insisté à l'époque sur cette nécessité. Comment ? Quand on avait fait l'analyse. C'était à l'époque de l'AREA-PACA, c'était en, je sais plus, en 2017 peut-être, ou même 2016. Il y avait eu une étude très intéressante qui donnait des grandes orientations et qui pouvait nous aider et nous accompagner, aider et accompagner la commune. Comment ? Elles ont pris 2 ans de plus, même 3. Tout à fait. Les écoles ont pris que 2 ans de plus. Voilà. Ben oui, donc 2 ans de plus. C'est le même bilan. Exactement. Par rapport à la priorité nationale qui est la rénovation des écoles dans la pérennisation du fonds vert, je pense que c'était important qu'on aborde ce sujet. Et je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on doit se pencher, parce que c'est des bâtiments par rapport au bien-être de nos enfants, des jeunes, des écoliers et de leur santé. C'est aussi très important, et aussi par rapport aux finances de la commune, par rapport aux performances énergétiques. Madame Voilà. Dardenne, si vous voulez bien, je vais répondre au niveau des écoles. Comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, on s'est un petit peu battu, là, tous les adjoints dans nos secteurs concernés pour élaborer ce budget. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien pour les écoles, parce que depuis 3 ans, on a quand même rénové les cours d'école. Il y a eu la cour d'école de Pont-de-Servières, il y a eu la cour de Saint-Blaise. Nous allons engager pour 2024 la cour d'école de Ronceville. Il y a eu des chaudières qui ont été changées. Pour le bien-être des enfants, vous savez que nos cantines ont un très gros succès au niveau de notre commune, et nous accueillons de plus en plus d'enfants, puisque pour un coût pas très élevé, nos enfants arrivent à bien manger malgré l'augmentation des denrées alimentaires. Et justement, pour bien les accueillir, nous avons agrandi la cantine satellite de l'école de Pont-de-Servières, et prévu dans le budget de 2024 l'agrandissement aussi de la cantine de l'école de Fortville.
Non, mais je remets pas ça en cause. Nous remettons Je remets pas l'entretien ça en cause, des madame écoles, voilà, nous Steckhoff. remettons. C'est pas de ça dont je vous Je parle. termine. Mais quand je vous parle des huisseries, par excusez- exemple, et quand on regarde le tableau qui nous est présenté, il y a 0 dans les huisseries. Oui, Et par mais rapport aux écoles, il y a 60 000 euros. on commence et par rapport à un bilan. Et par On le rapport à prépare une étude d'année en sur année, les- Madame sur la Dardenne. rénovation C'est parce que, énergétique mais des Madame Dardenne, écoles, c'est parce qu'en fait, je les pense que huisseries, c'est c'est quand même important. la C'est- ligne huisserie, c'est pas les écoles. C'est juste ça, c'est les cordeliers, Oui, c'est non, machin, mais ce truc, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Peut-être. Bon, Et mais même la après, je vais vous réponse- dire quelque chose, Madame Dardenne. Après, Vu les orientations budgétaires qu'on présente, si ce que vous nous reprochez, c'est la ligne huisserie, très franchement, je le prends pour une validation de nos OB, donc continuez, s'il vous plaît. Pas, s'il vous Je plaît. vais envie de vous dire Monsieur merci, le là, maire. pour l'instant. Je vous parle des écoles, je ne vous parle pas de quelque chose qui est anodin. C'est quand même, on a combien d'écoles à Briançon? Continuez, comme ça, après, on vous répond. Allez. Je pense que c'est quand même important. Vous nous avez demandé de débattre. Vous nous avez demandé si on n'était pas Je viens de vous content. proposer de continuer à le content faire, pour Madame certaines Dardenne. choses, et pour On l'a d'autres dit. choses, Eh bien, on insiste sur le continuez fait avec la plus grande des libertés. c'est tout. Voilà, c'est tout. Et bon, pour finir, ce qu'on dit depuis 3 ans, dans le DOB, là, dans ce document, il n'y a pas un mot sur la culture et pas un mot sur le social. Vous insistez sur le fait qu'effectivement, vous êtes obligé de gérer un budget contraint, on prend note, mais c'est sur le fonctionnement que vous allez faire des économies, et alors que vous lancez 10 millions de travaux. Donc c'est quand même important de le souligner. Et un point aussi que j'avais soulevé en commission, c'est les subventions aux associations. Vous m'avez répondu donc que le budget pour les subventions serait le même que 2023. Or, on voudrait vous demander quand même de prendre en compte l'augmentation du coût de la vie, qui est important pour tout le monde, pour les ménages, pour les collectivités, mais aussi pour les associations. Et donc, je pense qu'un petit effort par rapport à l'ensemble des associations, notamment celles qui viennent en aide aux plus démunis, soit encore cette année pris en compte. Voilà, merci. Plaisir. Bon, d'une part, je laisse la parole à Catherine Vadener juste après. Sur les écoles, Michel l'a dit, on fait beaucoup, on continue à faire beaucoup et on va continuer et on utilisera le fond vert. On a fait les cours d'école, on a végétalisé. Là, on va faire orange fine, on fait à l'intérieur, on refait tout le matériel informatique. N'oubliez pas que c'est les orientations budgétaires, c'est pas le budget, donc vous verrez les lignes budgétaires une par une dans le cadre du budget. Ne vous en faites pas, quand il y a des sujets de huisserie, on les change. Et accessoirement, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais n'oubliez pas que ça fait 3 ans qu'on est là, que les écoles, elles constituent une dette patrimoniale importante, comme tout le patrimoine municipal. Je vous rappelle que sur le patrimoine municipal, la meilleure stratégie, à mon avis, pour régler les questions de dette patrimoniale et accessoirement d'isolation et de développement durable, ça reste quand même de construire la cité administrative et de quitter les Cordeliers, l'ancienne école du ProRel et le bâtiment de l'urbanisme. En termes d'optimisation des charges et d'isolation, à mon avis, on aura gagné beaucoup en l'espace de quelques temps seulement. Non, excusez-moi, j'avais encore une question à vous poser. Ah, alors allez-y. Concernant le page 53, Ouais. des questions de... Vous avez fait appel à la solidarité départementale et il est question du rééchelonnement des échéances du prêt consenti par le département des Hautes-Alpes à Briançon, mais il n'y a pas de tableau de rééchelonnement. Alors, vous l'avez je pense que vous devez l'avoir dans tous les documents budgétaires parce que ça date pas d'hier. Bah Mais oui, en l'occurrence, c'est justement, exactement la même durée, ça n'a pas changé. Mais si vous voulez, Alors, je crois que c'était sur 6 ans d'ailleurs l'échéance de remboursement. Mais si vous voulez le tableau, je vous il le est donnerai rééchelonné. avec. Vous parlez d'un rééchelonnement, alors c'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est la délib du 12 juillet. Vous l'avez voté en plus, je crois. Sans doute. Voilà. Ni plus ni moins. Puisque, en l'occurrence, Oui. attendez que je reprenne. Oui, mais c'est la délib du 12 juillet, Madame Dardenne, c'est le.
on a pris les 800 000 euros, on a transformé une partie en augmentation de capital. Oui. Voilà, et on va rembourser au département l'avance de trésorerie. On rembourse bien 800 000 Ah, euros. mais c'est parce que comme il est indiqué qu'il y a un rééchelonnement, je l'ai lu. Donc, Bah oui, tout à fait. à 6 ans. Et c'est une délibération D'accord. qui a déjà été votée. Ok, très bien. Et ben voilà. Réponse. Merci. Je vous en prie. Madame Valdener, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà, comme ça, je peux donner la parole. Non, faut refaire. C'est Voilà, bon là? C'est bon, ouais. Oui, ce que je voulais dire en termes de culture, enfin, dans un débat d'orientation budgétaire, il y a une logique et il y a une vision. Bien évidemment, on aimerait faire encore plus pour la culture, mais enfin, il y a deux éléments énormes qui sont la dalle de l'église des Cordeliers, ce qui est quand même très important parce que ça va permettre de gérer l'humidité et de préserver les peintures qu'on a refait il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années maintenant, et qui se délitent par rapport à l'hygrométrie. Et en plus, cette salle, une fois qu'il y a une dalle, c'est quelque chose qu'on peut chauffer, qu'on peut même chauffer en hiver, et qui est une ouverture pour beaucoup de manifestations, je le pense. Et en dehors de ça, il y a aussi l'histoire de l'orgue. L'orgue, il a fallu se battre, il a fallu être très pertinent, trouver des éléments de financement. Et cet orgue, la rénovation est partie et ce sera quelque part un projet d'envergure parce qu'il y a aussi derrière un projet touristique, de festival, un projet d'enseignement, etc. Donc c'est pas zéro. Et ensuite de ça, tout ce qui est culturel, ça vous a pas échappé, c'est quand même d'intérêt communautaire et c'est largement pris en compte par la communauté de communes parce qu'il y a quand même un très beau projet au CAC qui est Microfolie, mais le CAC c'est géré par la communauté de communes. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se font. Le centre social intercommunal, je veux dire, il y a beaucoup de choses culturelles qui se font. À la médiathèque, il y a beaucoup de choses aussi, mais c'est intercommunal. Voilà. Donc il y a une logique dans les choses. Et sans parler du festival de Graff, de la dynamique certaine que nous avons lancée sur les concerts, le festival, la comédie musicale que nous avons fait revenir dans les remparts. Je rappelle que ça avait fait débat et que c'est, je crois, une franche réussite et que tout le monde en est content. Donc je crois que, à nouveau sur ces sujets, nous sommes présents. Y a-t-il d'autres prises de parole, mesdames et messieurs? Monsieur Lalanne a demandé la parole et après ce sera Madame Poyot. Oui, merci, bonsoir. Madame Dardet, avez-vous une question concernant les associations, me semble-t-il? Ah, j'ai pas répondu alors du coup, effectivement, non plus. Vous aviez une question peut-être? Ah ouais. Soit pris en compte l'augmentation du coût de la vie et donc qu'il y ait notamment pour les associations qui viennent en aide aux personnes les plus en précarité, une aide plus importante pour tenir compte de cet élément. Voilà ma question. Oui, je me permets d'y répondre effectivement. Concernant les associations, ils avaient un retour donc à nous faire part avant le 25 novembre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout est clôturé et qu'avec les collègues et l'ensemble de mes collègues, effectivement, on est en plein arbitrage. On a bien pris en compte tous les éléments que vous venez de nous donner et bien évidemment, on fait au mieux pour tout le monde. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Madame Poyot avait demandé la parole. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, Monsieur Nussbaum nous a annoncé que le terrain synthétique était en bille de liège. Alors, Je crois que c'était une... eh bien non, parce que comme on vous a demandé plusieurs fois, justement, la fiche technique, ce qui allait se passer,
Alors Ben, vous savez on quoi, est faisons très quelque chose de heureuse très de simple, c'est savoir, que la commission d'appel d'offres se tiendra dans quelques jours et qu'à la suite de la commission d'appel d'offres, on Vous pourra pourrez donc nous vous faire donner part cette des fiche offres des technique. entreprises et donc des sélections Super. sur l'ensemble des Débit de matériaux. liège. Mais ce sera naturellement très écologique. Êtes-vous satisfaite? Si c'est des billes Pour de, l'instant, des billes de on liège, attend- on on attend attend les- la fiche, mais ça, Vous allez être ça s'annonce fort bien. satisfaite. Super. Très bien. Mesdames et messieurs, je clôt le débat d'orientation budgétaire pour 2024 et je vous remercie de la qualité de nos échanges. L'ordre du jour appelle à 2 débats d'orientation budgétaire que nous sommes obligés de tenir sur la RNBS et le centre sportif d'altitude. Ce qui, à mon sens, n'a pas un immense enjeu en termes de débat. Cela étant dit, si vous aviez des questions sur la RNBS ou sur le centre sportif d'altitude, je vous prierai bien volontiers de prendre la parole pour que nous puissions y répondre. Et dans l'attente, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Je vous remercie. Ah ben alors, ou alors sinon vous pouvez le garder, voilà. Non, juste dire que à la commission, donc, merci Monsieur Caponi, j'ai eu toutes les réponses aux questions et on a bien débattu, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, puis puisque on fait avec aussi le centre sportif d'altitude, donc on a pris connaissance du rapport d'orientation et des chiffres qui ont été présentés et on trouve que que l'activité a évolué d'une manière plutôt positive et satisfaisante. Hein, quand on lit les chiffres que vous présentez dans le rapport, c'est plutôt des chiffres qui sont satisfaisants et qui annoncent une activité plutôt intéressante. Voilà, moi, je n'imaginais pas qu'il y avait 140 clubs. Hein, c'est aussi ça qui est important quand on peut lire des rapports comme ça, d'imaginer que 140 clubs ont été accueillis l'an passé. C'est intéressant et ça montre qu'il y a une vraie dynamique au sein excusez-moi, j'ai toujours tendance à dire SIPA, mais au sein du centre sportif d'altitude de Briançon. Et voilà, on est satisfait, on vous félicite de cette redynamisation de ce site et on n'a pas de, on trouve que les enjeux pour l'année 2024 sont encore un peu plus ambitieux et c'est plutôt de bonne augure. Merci. Voilà, on pouvait dire. Un grand merci à vous. Remarque, Même si je voudrais me plaindre que Jean-Marc Caponi fasse souvent l'unanimité sur ces sujets concernant la RNBS, mais il me satisfaire en tout cas que ça aille bien sur ces 2 sujets qui sont tout de même très importants pour la ville et sur le centre sportif. Et en plus de ça, on a quand même, me semble-t-il, de belles perspectives avec l'ouverture des équipements au fur et à mesure. Très bien, je considère les débats des délibérations 2 et 3 soldés et je vous présente la DM numéro 4 du budget général de la ville. Elle n'a qu'une seule modification, c'est un transfert de crédit du même montant, 372 400 €, des charges de gestion courante des charges à caractère général vers les charges de gestion courante. C'est, vous le savez, l'une des délibérations sur le budget de l'Office du tourisme et pour le paiement des faits jeunes. Il y aura une dernière consolidation, vous voterez encore une délibération au conseil municipal de début d'année, mais je rappelle que grâce à ça, on a trouvé la capacité à maintenir les tarifs spéciaux. Je vais donc mettre la DM aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a 3 abstentions, je vous remercie. Je vais ensuite vous demander si vous avez des questions sur le budget annexe du centre sportif d'altitude dont nous venons de parler. Et si nous n'en avons pas, puisque nous venons d'en parler, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il pour cette DM2 du centre sportif d'altitude, c'est une DM pour 5 000 € de crédit, des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Unanimité pour le CSA. Décidément, entre Christian Julien et Jean-Marc Caponi, je vois qu'il y a
des gens favoris dans ce conseil municipal. Je vais vous demander, vous l'avez déjà fait à la communauté de communes, de donner votre approbation, puisque c'est la loi qui nous y oblige, à la délibération qui a été prise par le département des Hautes-Alpes pour appliquer la taxe de séjour départementale. Les EPCI du département et les communes sont tous, quand ils sont membres d'office, obligés de voter cela. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Et la délibération numéro 7, c'est à nouveau la participation des familles pour les forfaits jeunes, la participation de SCV domaine skiable et le total des forfaits avec le prix unitaire. Vous pouvez donc voir que nous avons acheté 1330 forfaits et que l'ensemble de nos enfants ont pu en profiter, et tout cela sans que le contribuable en réalité en supporte le coût. C'est donc plutôt une très bonne nouvelle. Je remercie à nouveau l'ensemble des acteurs de cette négociation avec SCV domaine skiable. S'il n'y a pas de remarques sur les forfaits des jeunes, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. C'est adopté. Comme chaque année, on vote le renouvellement du dispositif qui date des années 2010 sur les emprunts structurés, qui nous permet d'amortir les taux structurés de nos emprunts chez Dexia. C'est une délibération que vous connaissez. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et ensuite, vous avez, alors je suis désolé, je n'ai pas consenti à votre demande de séparer les délibérations, mais vous pouvez toutefois préciser si jamais votre vote était défavorable, pour quelle raison, et je m'en excuse, mais on n'a pas procédé au changement parce que c'était principalement pour des raisons techniques et pour ne pas rééditer le conseil. Vous retrouvez donc le barème tarifaire sur les services techniques, les logements et les stationnements qui sont mis à jour, c'est le carnet tarifaire de la ville, à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire à hauteur de plus 4% pour l'inflation et 15 à 20% sur le tarif des frais généraux appliqués aux services techniques. Tout augmente, l'inflation augmente, on naturellement adapte tout ça. Est-ce que ça appelle à des remarques? Oui, Madame Dardenne et après Monsieur Simon. Alors attendez, j'ai donné la parole à Monsieur Simon, voilà, je vous la donne. Donc vous n'avez pas accepté donc de séparer ces délibérations qui ne nous semblaient pas du tout voilà, cohérentes, voilà, correspondre à... Vous nous avez dit que c'était des augmentations de tarifs, sauf que effectivement, la RMBS c'est quand même quelque chose d'à part des tarifs de location du matériel, des services techniques ou de la location des logements de Briançon. Donc, écoutez, on ne prendra pas part au vote. Très bien. Je vais donc du coup mettre cette délibération aux voix. Oui, pardon, j'avais oublié Monsieur Simon. Oui, moi également, je ne prendrai pas part au vote puisqu'il y a un tarif qui concerne l'ESF. Merci. Très bien, merci, c'est bien noté. Je vais donc mettre cette délibération aux voix sans la prise à part au vote donc de Madame Dardenne, de Madame Poyot, par procuration de Monsieur Léon et de Monsieur Simon. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Et... attention. Tu m'as fait peur. Ah, non. Non, mais ce qui me fait peur, c'est que Patrick et Stéphane, ils vont finir au milieu de la pièce bientôt là. Non, ceci dit, il était important peut-être et intéressant, Monsieur Capioni, d'insister sur comment? Chiapponi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non. J'ai dit Monsieur Chiapponi. C'est pas grave. D'insister peut-être sur cette délibération concernant le stationnement. Une délibération à part. Ça nous aurait permis, on en a débattu pendant la commission et lors du CE. C'était juste une précision sur la volonté que nous avons de faire des tarifs dégressifs sur les parkings souterrains. Ça veut dire que plus nous éloignons du centre, moins c'est cher, et d'avoir une augmentation des tarifs de voirie et pour permettre d'inciter les automobilistes à aller se garer dans les parkings souterrains. C'est deux modifications importantes que nous avons eu à en débattre lors du CE. Voilà. Mais c'est clair, je l'ai noté, que j'aurais préféré aussi
comme c'est une régie, j'aurais préféré que ça soit voilà. Pour une raison de simplification, ça a été fait, mais je l'avais noté en commission aussi avec vous. On était d'accord, on n'est pas d'accord sur les huisseries. Vous auriez pu changer pendant 11 ans, et c'était plus facile de les changer pendant 11 ans que pendant 2 ans. Mais bon, vous savez, quand j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je le dise. Donc, on ne m'a pas laissé la parole tout à l'heure, donc je comptais le préciser. Merci, Monsieur Caponi. Je termine ces délibérations financières avec une délibération qui demande une subvention de 30% au département pour la finalisation des enrobés de couleur ocre sur l'esplanade du marché qui sera réalisé au printemps. Oui, Madame Dardenne. Je profite de cette délibération pour reposer la question que je remets tout le temps sur le tapis par rapport à cet endroit avec l'aménagement des arceaux vélos. Bien. C'est quoi votre question? Monsieur Caponi, c'est de quoi je parle. Oui. Nous devions rajouter des arceaux vélos. Là, ça n'a pas été fait. C'est parce que c'est l'hiver. Non, je m'étais engagé à le faire à l'automne, ça n'a pas été fait. Bon, voilà. Bon, il n'y en a pas trop cet hiver, mais bon, voilà. Voyez. Mais je m'étais engagé de les faire, ça sera fait. Je suis désolé que ça n'ait pas été fait à l'automne, je m'étais engagé. C'est vrai. Je vous prie de m'excuser là. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et la parole est à Claire Barnéou pour une demande de financement. Je peux passer, Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une demande de financement POPAC. Le POPAC, c'est un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés. L'OPH qui a été approuvé lors du conseil municipal du 13 septembre dernier se voit compléter dans ses actions, prendre des mesures. La ville de Briançon souhaite prendre des mesures spécifiques pour les copropriétés dont l'insertion urbaine pose problème dans la requalification du centre-ville. Ces mesures POPAC viennent compléter les actions prévues donc, dans l'OPA. Elles sont mises en place par la ville de Briançon avec l'ANA et l'État, la DDT. L'objectif est d'impulser une stratégie d'action volontariste permettant d'agir sur la rénovation des copropriétés autour notamment de la place de l'Europe. Ça concernerait les copropriétés de l'Europa et du Parc Chancel, ce qui représente 125 logements en tout. Il est donc proposé la mise en place d'un POPAC visant à accompagner les copropriétés pour aboutir à un programme de travaux de rénovation. Dans un premier temps, c'est une action d'animation et de suivi dans lesquelles on retrouverait des actions de sensibilisation, d'information des copropriétaires, des actions d'accompagnement des copropriétés, accompagnement des instances de gestion et la mobilisation des acteurs, la détermination d'un plan prévisionnel de travaux à long terme, une aide à la définition d'une meilleure insertion urbaine et à la requalification des espaces extérieurs. Une convention pour que ce suivi soit possible va être nécessaire entre la ville de Briançon, l'ANA et l'État. On la votera ultérieurement. Dès que la convention sera signée par l'ensemble des parties, la ville pourra démarrer la prestation de suivi d'animation du POPAC. Pour cela, on a besoin d'un financement. Le suivi et l'animation du POPAC ont été estimés. C'est moi. Appuie sur le rouge. À 60 000 € sur 3 ans. La ville de Briançon s'engage à hauteur de 30 000 €, 10 000 € par an. C'est bon. Ah, je parle moins fort alors. Soit 10 000 € par an sur 3 ans, idem pour l'État, avec une sollicitation aussi de la Banque des Territoires à hauteur de 15 000 €. Les aides à la rénovation seront fixées en fin de processus lors du plan prévisionnel de travaux à long terme. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les financements nécessaires pour la mise en place du POPAC 2024 selon le plan prévisionnel suivant. Ville de Briançon,
7 000 euros, 35%, Banque des Territoires 3 000, 15%, État 10 000 euros, 50%. Et nous délibérerons tout à l'heure pour approuver la convention POPAC avec l'État et l'ANA. Je vous remercie. Je fais quoi? Merci beaucoup. Non, attends. Est-ce que ça appelle à des questions? Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. La parole est à René Michel, pardon. Merci, Monsieur le maire. Une démarche associant des représentants de la police nationale, de la police municipale, de la ville et du bureau d'études techniques risques et compagnie a été engagée depuis mars 2022. Les conclusions de l'étude avaient abouti sur un réseau comprenant 78 caméras de voie publique réparties sur 34 sites pour un coût prévisionnel de 341 110 euros hors taxe. La poursuite de ces études en 2023 et l'intégration de l'ensemble des sites de la ville, y compris les équipements associés à la régie du stationnement, ont abouti à la projection d'un réseau composé de 108 caméras réparties sur 39 sites. L'extension du réseau et l'intégration des coûts de maintenance pour les 3 premières années ont conduit à une hausse du budget à hauteur de 454 369 euros hors taxe. En outre, le Conseil régional a délibéré le 24 mars 2023, attribuant une subvention à ce projet à hauteur de 100 000 euros, ce qui conduit à revoir le plan de financement. Merci de l'approuver. Et je souhaite rajouter que le calendrier de mise en œuvre sera le suivant. En 2024, création du CSU et déploiement des premières caméras dans la ville basse. Et en 2025, l'extension du réseau à l'ensemble de la ville. Et le mot CSU voulant dire le centre de surveillance urbain. Très bien, merci. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques de votre part? Oui, Madame Pouillot, vous avez la parole. Des questions, non, parce que la délibération est claire, le plan de financement aussi, et puis voilà, la politique que vous souhaitez engager là-dessus, elle était très claire. Après, des remarques, bien évidemment, on va voter contre cette délibération. Pourquoi? Parce que on peut consentir une vidéosurveillance sur des bâtiments, parce que effectivement, surveiller des bâtiments comme la médiathèque, des bâtiments publics, là on voit la piscine, les services techniques, la médiathèque, l'ascenseur du ProRail, et nous avions même à l'époque mis les caméras à l'intérieur de l'ascenseur du ProRail pour surveiller ces équipements, pour voilà, imaginer qu'il n'y ait pas de dégradation autour des bâtiments. En ce sens, on peut le concevoir. Maintenant, ce que vous déroulez ici dans les nouvelles créations, on est typiquement sur de la surveillance d'espaces publics, d'espaces de vie, d'espaces de convivialité. Si par exemple on prend la place du Temple, la place d'Armes, enfin voilà, c'est vraiment des lieux publics, des lieux de réunion. Et voilà, pour nous, on trouve qu'on a une dérive de surveillance, voilà, je dirais peut-être pas jusqu'aux atteintes des libertés, mais c'est quand même une certaine politique avec laquelle on a du mal à adhérer. Et puis pour des sommes qui vont avoisiner d'argent public, puisqu'il n'y a pas que la ville de Briançon qui met la main, l'autofinancement est de 20%, il y en a pour 150 000 euros, mais on arrive quand même à des sommes à hauteur de 500 000 euros. Et aujourd'hui, dans des budgets contraints, tout à l'heure, Monsieur Lalanne nous a dit qu'il y avait des arbitrages à faire avec les associations. C'est des choix budgétaires qui vous appartiennent, ce n'est pas ceux qu'on aurait mis en œuvre, et on aurait effectivement préféré mettre ces sommes-là pour aider
le secours populaire pour aider les gens, voilà, de la Croix-Rouge, voilà, les huisseries dans les écoles. Mais en tout cas, voilà, vous entendez bien qu'on n'est pas d'accord avec la mise en place de ce déploiement qui, dans certains lieux, n'a pas lieu d'être. Merci. Merci à vous. Il va de soi que je suis en désaccord total avec vous, vous le savez. Je rappelle plusieurs éléments. Le premier, c'est que la manière dont a été pensée la vidéoprotection, c'est principalement sur les grands axes de passage, tout simplement pour avoir un potentiel suivi des flux, des déplacements et des personnes, ce qui sera, et c'est largement prouvé par de très nombreuses études partout en France, une aide très importante sur l'ensemble des enquêtes pénales, et ça sera naturellement une grande aide sur la résolution des affaires. Et je sais que chacune et chacun des Briançonnais qui, pour certains, ont pu connaître des dégradations, des vols, etc., ils sont inévitablement très sensibles. Deuxième chose, je rappelle que la vidéoprotection en France est extrêmement encadrée au titre de la protection des données, que c'est pas Big Brother et qu'on n'espionne pas les gens. Je rappelle enfin qu'on vit dans un monde dangereux et dans un contexte dangereux, que malheureusement notre pays a connu des attentats encore récemment, à Paris mais aussi proche d'ici. Je rappelle que le lac d'Annecy, c'est malheureusement une ville comme la nôtre, proche de la nôtre, et que je crois que dans ce monde dangereux, il faut donner des moyens à la police et des moyens pour sécuriser et surtout pour prévenir, parce que la vidéoprotection, je rappelle qu'avant d'être de la répression, c'est de la prévention, parce que ça décourage un certain nombre de crimes et délits. Et vous avez bien voulu dire qu'en plus de ça, ça n'était que 20% de participation de la ville, parce que nous avions été très bien financés par l'État et la région. Je m'en félicite et je pense que ce sera une grande aide dans la résolution d'un certain nombre de crimes et délits et de la tranquillité publique en ville. La parole est à René Michel. Oui, Madame Poyot, vous parliez d'une dérive de surveillance. Moi, je vais vous parler d'une autre dérive. C'est la dérive des tags en ville. Et des tags très, très graves. Du genre menace de mort à l'endroit de la police. Et voilà. Voilà la dérive que moi je vois. C'est exactement ce que vous disait le maire, on n'a pas la même vision. Voilà, on n'a pas la même vision. Seulement, notre vision, elle se vérifie tous les jours. Je crains que René Michel ait raison. C'est bien malheureux d'ailleurs, on peut le regretter. Madame Barnet, vous voulez la parole? Sans vouloir être redondante, Aurélie, surveiller les équipements, les bâtiments, c'est bien, c'est une chose qui est nécessaire. L'actualité, comme l'a mentionné Monsieur le maire, nous montre que malheureusement chaque jour, la dérive n'est pas dans la vidéosurveillance, mais dans les incivilités, la délinquance, voire plus, et que ça se généralise. Alors, vous prenez ça pour de la surveillance, nous prenons nous voyons la vidéosurveillance comme une prévention et comme une protection. Le budget est contraint, certes, il s'agit de choix, et nous concernant, la sécurité des Briançonnais est une priorité. Donc, nous n'avons effectivement pas la même vision des choses. Très bien, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a 3 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et je crois que un certain nombre de personnes nous en seront reconnaissantes. La parole est à Christian Julien. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Cette délibération concerne l'attribution d'une subvention à la SASP Les Diables Rouges, d'une valeur de 300 000 €. Et comme chaque année, le conseil d'administration de la SA nous demande d'approuver un premier versement de 100 000 € au mois de décembre 2023 et un deuxième versement de 200 000 € au mois de février. Voilà, l'équipe actuellement avait fait un très très bon début de saison. Malheureusement, ça s'est un petit peu tari, mais en tout cas, nous avons déjà beaucoup de retours de l'entraîneur qui dit que l'équipe est encore en grande forme et qu'ils vont peut-être se rattraper pour la fin de la saison. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, c'est très clair pour moi. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Je te laisse décider. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions?
Il y a des abstentions, il y en a une, deux ou trois. Il y en a trois, je vous remercie. La délibération est adoptée. L'ordre du jour appelle au rapport de suivi de la Chambre régionale des comptes. C'est une disposition légale qui nous appelle à vous faire un compte-rendu des dispositions qu'on a pris un an après le contrôle de la Chambre. Nous avons pu échanger en commission sur les dispositions et je crois vous démontrer que justement les recommandations qui avaient été faites ont été suivies des faits. C'est le cas sur la mise à disposition onéreuse de la patinoire, ça fait d'ailleurs l'objet d'une délibération juste après, et c'est le cas sur l'examen de la convention portant moyens et objectifs à la SASP. Donc je peux vous dire aujourd'hui qu'en tout cas les recommandations des magistrats de la Chambre ont été suivies des faits. Est-ce que ça appelle à des questions, à des remarques? Je vous remercie, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Monsieur Simon, si vous voulez penser à éteindre votre micro, merci. Et l'ordre du jour appelle à passer la parole à Monsieur le Premier Adjoint pour 3 délibérations. Et je vous quitte quelques secondes. Regardez, je vous laisse la parole et la présidence sur ce micro, Monsieur le Premier Adjoint. C'est fantastique. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc cette délibération a trait à la mise à disposition de logements au profit de la SASP Les Diables Rouges. Comme vous le savez, en complément de la subvention de la SASP Les Diables Rouges, où il y a une mise à disposition d'appartements pour les joueurs. Pour la saison 2024-2025, la ville donc va mettre à disposition de la SASP Les Diables Rouges, pour une durée d'1 an à compter du 1er septembre 2024, 9 logements afin d'y loger les joueurs de l'équipe première. Une convention d'occupation à ce titre précaire et révocable sera établie entre la SASP Les Diables Rouges et la ville de Briançon, selon les termes prévus par la délibération. Donc je vous demanderai donc de bien vouloir approuver cette convention ainsi que ses conditions. Y a-t-il... J'ai appuyé. C'est bon? Oui, merci. Alors, on avait justement quelques remarques qui remontent aussi, et sûrement que Madame Skripnikov est informée, qui remontent aussi de plusieurs remarques de la part des parents d'élèves, de la part d'un certain nombre d'usagers des écoles. Et vous en avez parlé tout à l'heure de la sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que le plan Vigipirate a donc été rehaussé dans tous les établissements scolaires. Et un certain nombre de ces logements qui sont mis à disposition des hockeyeurs n'ont pas d'entrée séparée. Il y a donc vraiment des conflits d'usage, enfin des conflits des usages qui sont pas séparés entre les flux d'élèves et de la communauté éducative et les joueurs qui habitent ici, la famille, les amis. Et donc, on nous a posé la question de savoir un peu comment vous envisagiez dans la plupart de ces écoles qui ont la possibilité donc d'avoir des entrées qui ne sont pas séparées et donc des flux de personnes différents, comment vous comptez mettre en place les recommandations prévues par le plan Vigipirate. Alors peut-être par de la vidéosurveillance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des questions qu'on nous a posées et qu'on souhaite vous reposer et peut-être vous mettre face à vos contradictions aussi, puisque là, il y a typiquement, puisqu'on est sur la sécurité, puisqu'on veut faire attention à la sécurité de nos élèves, à tout ça, comment vous envisagez un peu ces questions-là? Bon, moi, je vous rappellerai quand même le plan Vigipirate renforcé. C'était un plan qui avait été mis en place après les attentats de 2019. Cette période, je pense que vous étiez largement aux manettes pour prendre ces dispositions à l'époque, parce que je pense qu'à... Oui, Francine Dardenne. Moi, je vous parle aujourd'hui. Qu'aviez-vous prévu à l'époque? Qu'aviez-vous prévu à l'époque? Non, mais d'accord, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Il y avait pas les mêmes. Il y avait peut-être pas les mêmes angoisses. Là, effectivement, lors de il n'y a pas très longtemps. Mais non, c'est pas très impressionnant, Madame Dardenne. Vous nous posez des questions, l'amnésie vous touche de plus en plus. Je souhaite simplement vous rappeler que le plan Vigipirate n'est pas du tout. Quelque part, vous parlez d'un monde dangereux. Nous, on n'avait pas les mêmes inquiétudes. Donc peut-être qu'on n'a pas fait les choses à l'époque. Donc vous l'aviez envisagé de quelle manière? On l'a pas envisagé. Très bien. Voilà, on l'a pas envisagé. On vous pose la question aujourd'hui, puisque vous avez, vous, ce sentiment de monde dangereux,
de difficultés. Là, il y a typiquement un plan Vigipirate dans les écoles. Je vous pose la question, avez-vous prévu quelque chose? C'est tout. Oui, nous ne l'avons pas fait à l'époque. Maintenant, vous avez aussi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, organisé une réunion avec les parents d'élèves des écoles de Mi-Chaussée et de Carly-Henri Père par rapport au squat. Vous avez entendu un certain nombre de choses. Voilà. Là, ces choses-là D'ailleurs, on reviennent vous a aussi. moyennement entendu à ce sujet, hein, Ben, on n'était par pas- rapport à la on sécurité du n'était squat pas et l'école de invités, nous. Michaussée. On n'était Non, pas invités, c'était les parents c'est pas une d'élèves. invitation qu'il vous Donc, faut, c'est simplement une prise de parole. Non, on n'était pas Il y a invités. une différence entre les Il n'y a pas personnes eu tant qui d'inquiétude que ça. squattaient les jeunes tous et des sportifs de haut niveau. Alors, moi, je ne fais pas différence. Moi, je mets personne dans des cases. Je vous pose une question. J'attends de vous une réponse factuelle avec des faits. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, je pose juste une question et je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, je vais mettre la délibération. Après, il y a Au un revoir. autre point, excusez-moi, Ah. sur lequel on voulait quand même insister. Insister. C'est que, effectivement, depuis, on a remonté un petit peu les anciennes délibérations, et depuis 2019, il n'y a eu aucune augmentation de ces logements. Donc, nous sommes quand même étonnés, alors que dans le privé, ou Si, bien sûr. non, On vient de le voter. C'est la délibération sur laquelle vous n'avez pas participé au vote. non. À 495 € l'école des Artaillots, 495 € l'école de Mi-Chaussée, ou 429 € l'école de Sainte-Catherine. Non, c'est les mêmes tarifs. Non, que pardonnez-moi, il y a vous avez raison, c'est des Donc, tarifs constants. on a des tarifs constants depuis 2019, alors que, ben voilà, la plupart Jean-Marc des logements... Chiapponi veut la parole pour vous répondre. Un logement à l'équivalent, par exemple, de celui des Artaillots dans le privé, c'est 1200 €. C'est 3 fois plus cher. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. On ne demande pas à ce que ce soit à cette hauteur-là, mais au moins que soit pris en compte l'augmentation du coût du Justement, logement. Il les me semblerait travaux que ça sont serait- faits par la SSP pour faire une rénovation de ces logements. Et chaque fois, ils investissent des sommes assez importantes sur la rénovation de ces logements. La SSP le fait. Vous pouvez le vérifier. Ah bon, d'accord. Il faut un entretien et une rénovation C'est pour ça systématique. que les loyers sont plus bas. Bon, Très bien. enfin, Je mets du coup la délibération numéro 15 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a une abstention. 3 contre, pardon. La délibération est adoptée. Et la parole est à nouveau à Richard Nussbaum pour présenter du coup la délibération numéro 16. Pas de réponse. Hein. Bah, c'est une suite de contradictions, Madame Pouillot, depuis plusieurs mandats. Ah ben, on ne peut pas être amnésique, Madame Pouillot. Il faut quand même vivre avec le passé. Hein. Vous vous rappelez, le passé répond de l'avenir. D'accord? Allez, très bien. Comment? Le passé, c'est à partir de vous, de vos mandats successifs. Vous avez œuvré. Vous avez œuvré. Voilà. Très bien. Merci. Allez. Donc, je vais mettre... Allez, une petite mandarine, ça va vous détendre. Allez, c'est super. Donc cette délibération a trait à la mise à disposition de la patinoire au profit de la SASP Les Diables Rouges. L'utilisation de la patinoire est partagée entre plusieurs associations sportives, les séances publiques et les créneaux dédiés à l'équipe première. Certains locaux sont dévolus à la SASP, le bureau, les vestiaires, des locaux de rangement et l'espace VIP et quelques loges. La ville souhaite mettre en place une convention de mise à disposition de ces locaux avec la SASP Les Diables Rouges afin d'encadrer ces occupations et d'en préciser les conditions. Les modifications de locaux et le stockage de matériel sont principalement ciblés afin de garantir le respect du règlement de sécurité et des observations de la commission de sécurité. Merci d'approuver donc cette convention. Et donc, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est l'application pure et simple des observations de la Chambre régionale des comptes, je précise. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou
des abstentions. Je vous remercie, la délibération est adoptée. La parole est à nouveau à monsieur le premier adjoint. Merci Monsieur le maire. Donc cette convention, donc cette délibération a trait à la location de salles pour la campagne électorale. Donc au vu des élections à venir en 2024 et du cadre légal qui entoure la campagne électorale, les candidats potentiels et associations de soutien de candidats pourront bénéficier des salles municipales. Ces salles seront mises à disposition gracieusement avec le matériel dont elles sont équipées dans le respect des règlements intérieurs et des conventions signées. Afin d'assurer une stricte égalité de traitement des candidats potentiels et candidats déclarés ou officiels, il est proposé d'établir les limites des mises à disposition des locaux municipaux pour des réunions politiques. Les locaux municipaux suivants seront donc mis à disposition. Donc l'ancien octroi de Saint-Blaise avec l'assentiment de notre ami Christian, l'ancienne école à Font-Christiane, la salle des associations, l'ancienne école à Fontenil, l'école de Fortvire, la salle des fêtes du Prorel. Les modalités sont les suivantes, à raison de 2 utilisations par candidat ou liste de candidats, dans la limite bien sûr des disponibilités, sur la période de campagne électorale. Les réservations devront être formulées 15 jours à l'avance par mail ou par courrier adressé à la mairie. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Poyot, vous avez la parole. Est-ce que la salle Albert Bourges, c'est un oubli ou est-ce que vous avez décidé de ne pas la mettre à disposition? Non, c'est une problème de, sauf erreur de ma part, c'est une problème de mise aux normes et de sécurité, puisque des travaux doivent être réalisés, notamment, je crois, électriques de mémoire. Je n'ai plus le détail. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. L'ordre du jour appelle à ce que monsieur le premier adjoint continue, c'est merveilleux. Il y a encore 2 délibérations. Alors cette délibération concerne le recensement 2024. Donc considérant que la ville est tenue de mettre en œuvre des moyens humains, matériels et financiers pour préparer et réaliser l'enquête de recensement de la population qui aura lieu du 18 janvier 2000 au 14 février 2024, il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs chargés des opérations de recensement de la population effectuée à Briançon, du 18 au 24. Compte tenu de l'augmentation significative du prix des carburants, le montant concernant le forfait de déplacement est augmenté de 105 à 115 € par rapport à l'année précédente. D'une part, étant donné le nombre important de résidences secondaires, il est proposé de rémunérer les logements en résidence secondaire au même titre que les feuilles d'adresse non enquêtées. 748 logements seront recensés en 2024 contre 791 en 2023. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des remarques de votre part? Je vais mettre cette délibération. Ah non, allez-y, Madame Jardin. C'était l'occasion de vous poser une question que j'ai repéré ça dans le DOB. Par rapport au fonds de péréquation, par exemple, le nombre d'habitants à Briançon, c'est 14 222 habitants. Et puis, alors que la base de la population à Briançon, dans un autre chapitre, c'est 11 095. Donc, je voulais savoir un petit peu comment c'était calculé ça. C'est la population DGF. Oui. Non, c'est pas la population DGF. Oui, c'est un truc un peu compliqué. C'est quand on fait ce type de calcul, c'est ce qu'on appelle la population double compte, c'est-à-dire qu'on compte les étudiants, etc., etc. C'est comme ça qu'est faite la réglementation. Je peux vous en donner le détail si vous voulez, si vous le souhaitez. Donc c'est normal. Donc on a combien d'habitants actuellement à Briançon? 11 000 et quelque chose. 11 095. 11 609. Ça y est, je me souviens de ça. Voilà. Mais c'est d'où l'intérêt entre vous et moi de faire des recensements avec des agents qui font vraiment un travail très fin, parce que vous savez que derrière ça a un impact notamment sur le calcul des subventions, donc c'est extrêmement important. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Monsieur le premier adjoint à nouveau. Là j'ai un peu le trac, je l'avoue. Ça concerne la dérogation au repos dominical. Si je bégaye, c'est le trac. La liste des dimanches concernés par la dérogation au repos dominical est arrêtée avant le 31 décembre de l'année N pour l'année N+1. Il vous est proposé ici d'émettre un avis favorable concernant la dérogation à la règle du repos dominical
concernant l'ensemble des établissements à vocation alimentaire et non alimentaire de la ville de Briançon pour les jours suivants. Le 11, le 18 et le 25 février 2024, le 3 mars 2024, le 14, le 21 et le 28 juillet 2024, le 4 et le 11 août 2024, le 15, le 22 et le 29 décembre 2024. À noter que, je ne parlerai pas de cette année de la CGT, la communauté de communes du Briançonnais a rendu un avis favorable. La Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes et l'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes ont répondu favorablement. L'Union départementale CGT des Hautes-Alpes a rendu un avis défavorable. L'Union départementale des syndicats de force ouvrière des Hautes-Alpes, l'Union départementale CFDT des Hautes-Alpes et l'Union départementale CFE-CGC des Hautes-Alpes n'ont pas répondu. L'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes a rendu un avis favorable. Merci beaucoup. Ça appelle à des remarques traditionnelles où on s'en passe cette année. Merci beaucoup. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions? 3. Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci pour les commerçants. Elle est adoptée. La parole est à Claire Barnéou pour parler urbanisme. Merci, monsieur le maire. Délibération numéro 20 pour l'acquisition de plein droit de biens vacants et sans maître. Il s'agit de la parcelle AW2 au Cerginier. Une partie du centre sportif. Ça marche ou ça marche pas? Une partie du centre sportif d'altitude est construite sur la parcelle AW2 d'une superficie de plus de 1000 m². Mais d'après la matrice cadastrale, cette parcelle appartient à Madame M, une dame, et non pas à la ville de Briançon. Après multiples recherches au service de la publicité foncière à Gap auprès des services de l'état civil, il ressort que cette dame est décédée depuis plus de 30 ans et aucun successeur n'est connu. La ville peut donc récupérer de plein droit ce bien immobilier à titre gratuit afin de régulariser les choses pour le centre sportif. Seule incidence financière, 928 € pour la régularisation du dossier. Il vous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'acquisition de cette parcelle à titre gratuit et d'incorporer ce terrain dans le domaine privé de la ville. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, je vais la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Vous nous parlez à nouveau Popac, Madame Barnéou. Oui, et on va être bref puisque je voulais exposer dans la délibération tout à l'heure de demande de financement. Le Popac, on l'a vu tout à l'heure, qui vient compléter les actions prévues dans l'OPH à travers des mesures spécifiques destinées à encourager et aider la rénovation des copropriétés. Pour ce faire, une convention de 3 ans doit être signée pour le suivi et l'animation du Popac entre la ville de Briançon, l'ANA et l'État. Il vous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, je rappelle vraiment que cette opération programmée de l'amélioration de l'habitat, elle était attendue, que Action Cœur de Ville nous permet en la matière d'avoir un vrai effet de levier puisqu'on met finalement assez peu d'argent par rapport à la somme totale qui va être investie en faveur des propriétaires et que, on l'a vu en commission, il y a quand même une partie de la ville significative qui est dans des copros. Et donc vraiment, je crois que ce dispo, il est vraiment important et qu'on va passer de 15 000 € d'aide aux façades à plusieurs centaines de milliers d'euros d'investis pour l'isolation, la rénovation thermique. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Merci beaucoup. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Enfin, l'avenant 2 justement à Action Cœur de Ville. Pour la période 2023-2026, cet avenant numéro 2 établit le bilan du programme Action Cœur de Ville de 2018-2022, fixe le cadre du programme Action Cœur de Ville donc pour 2023 à 2026. Depuis 2018, le programme Action Cœur de Ville vise à mieux réguler l'urbanisation et à bâtir une ville plus naturelle et plus résiliente. La prolongation de ce programme pour la période 2023-2026 souhaite renforcer cette action pour répondre aux défis majeurs des transitions écologiques, démographiques et économiques. L'ambition est bien sûr de faire de notre ville, Action Cœur de Ville, un territoire exemplaire en matière de sobriété foncière. 5 axes dans lesquels s'inscrivent les actions pour 2023-2026 du programme Cœur de Ville. La réhabilitation à la restructuration vers une offre
attractive de l'habitat en centre-ville, favoriser un développement économique et social équilibré, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine et fournir l'accès aux équipements et aux services publics. Les secteurs d'intervention ciblés sont le centre-ville, le périmètre Action Cœur de Ville, la cité Vauban, la vieille ville et ses abords, la ville basse, Sainte-Catherine, les quartiers du 15-9, le quartier de la Gare et les 3 entrées de la ville que sont l'avenue de Savoie, la route de Gap et la route d'Italie. L'avenant numéro 2 prévoit la mise en œuvre d'études et d'actions pour 2023-2026 et il vous est demandé d'approuver ce projet d'avenant pour ces 3 années. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des remarques? Je vais la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à Jean-Marc Chiapponi. Merci, monsieur le maire. Mise à jour et actualisation du linéaire des voiries communales, et cela avec l'intégration des voies douces et des pistes cyclables, et la rue Pasteur, les différentes voies. Nous passons donc de 45 000 mètres linéaires à 54 000. Et ça n'avait pas été fait depuis le 20-10-2011. C'est qu'une actualisation. Très bien, merci. Est-ce que ça appelle des questions? Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Cher Jean-Marc, vous avez à nouveau la parole. Cette délibération vise à dénommer ces 4 voies afin de créer et de régulariser les adressages des constructions présentes sur ces voies. Ça concerne notamment l'impasse des Chaumes, le lotissement des Garcins, l'impasse du Serpé et le chemin Haut de Font-Christiane, qui n'avaient pas de dénomination officielle. Beaucoup, monsieur Chiapponi. S'il n'y a pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée. Je vous prie de terminer par une délibération qui concerne la distribution d'électricité. Une dernière délibération qui concerne une convention liant EDSB à Free, et cela par l'utilisation des supports de réseau aérien existants. C'est une convention basique et qui est tripartite. Merci beaucoup. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et Christian Julien avait peur que je l'oublie. Donc, je lui passe la parole pour la dernière délibération. Je vous précise juste que Mme Astier-Conversé a demandé la parole pour la fin du Conseil. Je ne sais pas ce qu'elle a à nous dire, mais peut-être a-t-elle des bonnes nouvelles à nous annoncer. Monsieur Julien, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération sport numéro 26 appelle à valider les tarifs des secours des pistes. Les opérations de secours effectuées sur le domaine skiable de Briançon et consécutives à la pratique de toute activité sportive sur le domaine skiable et de la responsabilité du maire. Et donc, le maire délègue cette responsabilité à la société SCV Domaine Skiable qui exploite le domaine skiable, ainsi qu'aux sociétés Ambulance Altitude, Ambulance Assistance 05, SNC Ambulance Gap en 16 pour les transports terrestres et hélicoptère HDF pour les transports aériens, voire même si besoin au service départemental d'incendie et de secours. Les frais engagés lors de la réalisation de ces différentes prestations liées au secours aux personnes sont ensuite refacturés à la ville, suivant les tarifs proposés comme chaque année par SCV les différents prestataires. Par conséquent, il nous est proposé de valider les tarifs 2023-2024 proposés par la société SCV Domaine Skiable et les différents prestataires afin de pouvoir procéder au remboursement des frais qui ont été engagés lors des opérations de secours et d'évacuation des blessés. Et juste pour finaliser, ces tarifs sont identiques à ceux pratiqués la saison dernière. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Avant de passer la parole à madame Astier-Conversier, monsieur Chiapponi avait voulu compléter un de ses propos. Oui, vous l'avez pas fait, monsieur le maire. Je voulais remercier monsieur René Michel qui voulait absolument présenter sa délibération malgré son état de santé. Vous êtes obligé de le porter. Voilà. Je voulais le remercier. Je vois un vrai ami. Oui, puis il y en avait pour moi aussi, puisque je ne l'ai pas fait. Madame Astier-Conversé, si vous voulez bien remettre un peu de bonne humeur, peut-être. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en remettre de la bonne humeur. En attendant, je vous salue tous. En cette année, je voudrais
apporter au moins un regard différent sur notre conseil municipal, un peu plus léger peut-être, puisque nous avons eu quand même un conseil très riche ce soir. Pourquoi ça me prend aujourd'hui? Je dois avouer que je viens juste de commencer à accepter d'être la doyenne de cette honorable assemblée. Donc c'était difficile, mais ça y est, j'y suis. Je n'ai pas le choix, j'ai essayé qu'il y en ait d'autres qui prennent la place, mais personne ne veut. Donc voilà, je vais rester comme ça. Cependant, ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que pour moi, la doyenne de cette assemblée, ça restera Monique Olanier. Tous ici, nous avons apprécié sa bienveillance et ses compétences. Elle a joué un rôle important au début de notre mandat en proposant ses conseils et en nous partageant son expérience. J'en ai bien bénéficié en étant une jeune, là, de temps en temps le mot jeune me revient, une jeune élue. Voilà, je sais que ce soir elle est avec nous et le regard, je suis désolée, je suis un petit peu émue, et le regard qu'elle pose sur nous est à son image, à la fois généreux et malicieux. Voilà. Monsieur le maire, permets-moi de t'appeler Arnaud. Tu assumes un rôle qui n'est pas facile vis-à-vis de l'ensemble de la population. Lorsque ça va bien, on te dit un petit bonjour, on te tape voir dans le dos, on peut même te taper dans le dos, et l'affaire est faite. Mais lorsque ça ne va pas, nombre de Briançonnais et d'élus viennent déverser leurs états d'âme dans ton bureau. Et là, il te faut jouer selon les cas, les assistantes sociales, les ingénieurs dans tous les domaines, les conciliateurs, les animateurs, les psys et j'en oublie. Je ne suis pas certaine que tu aies eu des formations dans tous les domaines, mais globalement, force est de constater que tu ne te débrouilles pas mal du tout. Cependant, ton rôle principal n'est pas là. Je veux te dire ce soir combien nous te sommes reconnaissants pour ton ambition pour notre ville. Cette ambition qui aurait pu faiblir au lendemain des élections se renforce au contraire au fil des mois. Tu donnes l'impression d'être toujours prêt à te saisir d'une opportunité pour transformer, embellir, enrichir notre ville. C'est ainsi que depuis 3 ans, comme nous venons de le voir, des projets très ambitieux ont vu le jour. Mais ceci est dû au fait aussi, tu n'es pas tout seul d'ailleurs pour réaliser ces projets, et tu l'as reconnu aussi. Mais il est une chose qui est certaine, c'est que tu es toujours aux aguets pour trouver de nouvelles idées, pour faire avancer les choses, et surtout tu es un excellent chasseur de de subventions. Je bégaye du coup. De Marseille à Paris, en passant par Gap ou je ne sais où, dès que tu sens une piste qui pourrait amener une possibilité de remplir nos caisses, tu es prêt à dégainer. Tu fonces et tu te débrouilles pour que notre petite ville puisse engager des travaux de grands dont elle ne pourrait même pas rêver sans ton travail et ta force de persuasion. Persuasion, parlons-en en cette fin d'année, impossible de passer à côté de la présence du Briançonnais aux côtés des plus grands dans le cadre des Jeux Olympiques de 2030. Et même si la réponse définitive n'arrivera que l'été prochain, nous sommes déjà dans la dynamique des Jeux. Chacun se doute que personne n'est venu te chercher, bien que nous vivions dans la plus belle ville de France. Sans ta volonté affirmée et tes réflexions poussées, nous n'aurions pu y arriver. Chapeau bas et félicitations. Je vais enfin souligner ton air jovial de ce soir, alors que nous pouvons tous nous douter que la nuit n'a pas dû être de tout repos et que le début de cette matinée a dû être difficile pour toi. Tout s'est bien passé, ce qui devait être fait l'a été. Merci, monsieur le maire. Je vais maintenant m'autoriser à me tourner vers l'ensemble du conseil municipal. Dans l'opposition, vous ne lésinez pas sur les critiques. Non seulement vous êtes dans votre rôle, mais cela vise souvent à enrichir les réflexions de notre conseil, et c'est très bien. Vous savez aussi dire ce que vous trouvez bien, ce qui est appréciable. Par contre, je me permets de vous inviter à la plus grande prudence. En effet, est-ce lié au réchauffement climatique? Je ne sais pas. Mais nous constatons un balancement surprenant. Celui-ci amène certains opposants à basculer dans la majorité et à y faire un excellent travail. Nous nous en félicitons naturellement, mais méfiez-vous tout de même. Ce serait bien que nous gardions une opposition. C'est sympa et ça anime les débats.
Quant à mes petits camarades de la majorité, personne ne se fait d'illusions. Nous ne sommes pas des bisounours. Autrement dit, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, ce qui peut entraîner quelques hausses de ton. Mais tu le sais, monsieur le maire, lorsque de vrais problèmes se posent, tout le monde laisse tomber les chamailleries pour aider à trouver des solutions. Et c'est à cela, je pense, que l'on voit la valeur d'une véritable équipe. Je voudrais enfin profiter de cette prise de parole pour remercier l'ensemble des personnels municipaux au nom des élus. Ils sont toujours prêts à nous aider. Ils nous font profiter de leurs idées et de leur savoir-faire, ce qui simplifie et enrichit nos missions d'élus. À l'occasion de cette dernière réunion de l'année, je vous adresse, monsieur le maire, je t'adresse, Arnaud, au nom du conseil municipal, nos souhaits les plus sincères pour que toi et ta famille passiez d'excellentes fêtes de fin d'année et de Noël surtout. Je me permets de conclure cette prise de parole en élargissant mon propos à l'ensemble des Briançonnais. Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacun d'entre vous une fête de Noël illuminée par le sourire de ceux que vous aimez. Joyeux Noël à tous. Bon, je vais quand même juste conclure. Alors, Annie, je suis extrêmement touché par tes mots. Je te remercie infiniment. On est à la mi-mandat. Je dois vous dire que les fonctions que vous m'avez confiées, et je crois que c'est pareil pour tous les maires, dans toute façon, quelles que soient les villes, et encore plus ici, sont des fonctions qui sont humainement extrêmement exigeantes. Et je voudrais te remercier de l'avoir souligné quelques secondes, puisque je crois que ça fait partie de ma fonction de ne pas se plaindre. C'est pas mon rôle, et j'essaie de ne jamais le faire, même si des fois c'est dur. En tout cas, je voudrais te remercier de la pensée pour Monique, auquel je pense souvent, et m'associer à toi très précisément pour saluer le travail de nos agents, puisqu'ils font un travail souvent exceptionnel. Et puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais donner juste un tout petit exemple, en faisant pas un cas d'espèce. Alors, il m'en voudra pas, je citerai pas son nom, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous, à commencer par son adjoint en charge, le reconnaîtront. Mais pendant les plus de 48 heures où il n'y a plus eu de réseau et un blackout total sur toute la ville, nous avions un agent d'astreinte qui avait la double qualité d'être déjà expérimenté, mais surtout d'être pompier volontaire dans sa deuxième vie, et en ayant le seul téléphone portable free qui fonctionnait, il a réussi d'une part à gérer très bien les choses et surtout à faire le lien avec les pompiers d'un côté, les services techniques des autres communes, notamment de Puy-Saint-Pierre où il y avait beaucoup de dégâts, y compris avec les élus et avec la directrice générale et le directeur général adjoint, puisque personne n'avait de téléphone et qu'il fallait aller chez le domicile des uns des autres. Et le travail qui a été réalisé, notamment dans la nuit, dans le torrent de la Fossa à Saint-Blaise, si on n'avait pas curé pendant toute la nuit le torrent avec des pelles, on aurait eu des maisons entières qui auraient été dévastées. Et on a évité aussi, je crois, de graves accidents sur la route nationale au Moulin-Fort. Et je voudrais vraiment saluer l'engagement des agents parce que ils sont d'astreinte. Et puis des fois, il y en a qui s'étaient levés ce jour-là à 4 h du matin. Ils ont repris le boulot après 3-4 heures après pour les inondations. C'est sans commune mesure par rapport à ce qui s'est passé à Guillestre et on pense beaucoup à eux, comme à nos amis de la Grave qui ont encore connu des dégâts hier. Jean-Marc, tu y étais au titre de tes fonctions sur l'assainissement à la CCB. Mais la réalité, c'est que le travail que nous faisons est parfois bien plus facile que le travail de celles et ceux qui sont au quotidien sur le terrain, de nuit, dans le froid, le matin, et au contact des personnes âgées, au contact des personnes en difficulté au CCS, au contact des enfants et de leurs parents. On a encore eu des situations difficiles, Michel, ces derniers jours sur des sujets un peu particuliers. Et je crois qu'on peut, en cette fin d'année, souhaiter aussi un très très joyeux Noël à l'ensemble des agents de la ville et de la communauté de communes qui sont dûment représentés par une direction générale. Je dis une direction parce que je voudrais tous les saluer, et des chefs de service dont je voudrais saluer l'engagement, puisque certains arrivent très très tôt et travaillent très tard et sont engagés pleinement pour la réussite d'un projet certes municipal, mais avant tout de leur ville qu'ils aiment. Et je crois que c'est ça qui fait le charme de notre ville, c'est que c'est pas une ville comme les autres, et qu'on est nombreux, je crois, à y être par choix, pas par obligation, et souvent par amour. Voilà, pardonnez-moi de ces quelques mots avec un peu d'émotion, mais je dois dire que ça me touche beaucoup, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où, paradoxalement, c'est jamais très agréable de voir aussi certains messages sur les réseaux sociaux,
certaines menaces et certains dialogues, parce que derrière, il y a des hommes, des femmes et des familles. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes auprès de vos proches. Merci beaucoup.